Bonjour et bienvenue sur Médien TV. L'accession de l'ancienne ministre des Finances du Nigeria au poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce suscite un grand engouement, en Afrique surtout. Ngozi Okonjo-Iweala est non seulement la première femme à se retrouver à la tête de l'OMC, mais celle qui a déjà occupé les fonctions de directeur général de la Banque mondiale précédemment est la première ou le premier Africain à devoir présider aux destinées du commerce mondial. Ce matin, avec notre invité, nous allons nous intéresser aux grands dossiers africains qui attendent Ngozi Okonjo-Iweala durant son mandat. Et pour en parler donc, notre invité est en direct avec nous depuis la capitale du Cameroun, Yaoundé. Il s'agit du journaliste spécialisé en économie et en finance, Idriss Lingé. Bonjour Idriss. Bonjour Omar. Alors, merci d'être en direct avec nous. Tout d'abord, on a vu, comme je le disais tout à l'heure, que cette accession de Mme Iweala à ce poste a suscité un certain engouement. Pensez-vous vraiment que le fait qu'un Africain ou une Africaine accède à ce poste changera quelque chose aux destinées de l'OMC, mais surtout par rapport à l'Afrique, qui ne représente que 3% du commerce mondial? Bon, déjà, par rapport aux destinées de l'OMC, je suis presque convaincu que Mme Okonjo-Iweala n'aura pas le choix. Déjà, de par le processus par lequel on désigne un directeur général de l'OMC, vous savez, c'est un mélange de concertation entre des groupes de pays, et ça fait que finalement, la personne qui émerge de ce processus-là doit avoir intégré les attentes des diverses parties prenantes et doit pouvoir être prête à opérer les arbitrages de ces parties prenantes. Et parlons de l'Afrique, comme vous l'avez dit, nous sommes très contents que finalement la personne qui dirige l'Organisation mondiale du commerce soit originaire du continent noir. Et puis on doit être fiers, hein, je veux dire, les 3% du commerce mondial dont on parle, on ne parle que des produits qui sont déjà transformés. Mais si on veut maintenant comparer le volume de transactions, en fait, le volume de matières premières qui permettent de transformer les produits, qui permettent de fabriquer des téléphones, qui permettent de faire des voitures qui roulent. Si on veut mettre tout ça dans le package du commerce international et qui est déjà transformé, l'Afrique contribue énormément. Il faut bien se mettre en évidence que si les Africains décident qu'ils ne vendront plus de matières premières, ça va porter un grand coup au commerce international qui a besoin de ces matières premières. Mais maintenant, est-ce que, et aussi, parallèlement, l'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants, le chiffre est en train de grossir, le développement économique est en train de s'installer, quoique lentement, mais progressivement. On assiste aussi à une installation des démocraties qui font que dans beaucoup de pays, les présidents sont élus maintenant de manière beaucoup plus démocratique. On voit ce qui se passe actuellement au Niger. On est très content de la transition qui s'y opère. Donc, je crois que l'Afrique est une opportunité pour le commerce mondial du futur que Mme Okonjo-Iweala va porter désormais. Mais maintenant, est-ce que le fait qu'elle y soit va aider l'Afrique? Malheureusement, non. Parce que, comme d'habitude, l'Afrique a raté l'opportunité de pouvoir parler d'une voix. Je crois qu'au départ du processus de l'élection d'une DG, alors du DG de l'OMC, il y avait une candidature de l'Union africaine qui, malheureusement, n'a pas prospéré. Et il faut qu'on garde à l'esprit que Mme Iweala reste la candidate du Nigeria qui a été proposée par le Nigeria. Le Nigeria, qui, on le sait, est aussi un poids lourd en Afrique, 200 millions d'habitants, premier PIB, 400 milliards de dollars. Est-ce qu'elle sera la représentante de toute l'Afrique ou du Nigeria? Ça, ce sera à voir. Ah ben, ce sera à voir à l'aune des dossiers qui intéressent l'Afrique à l'OMC. Commençons par la ZLECAf, la zone africaine de libre-échange continentale qui vient d'entrer en vigueur. On sait que les grandes puissances, notamment les États-Unis et autres, ne sont pas vraiment favorables. Hein. Toutes sortes de pressions ont été rapportées pour freiner la conclusion de cette ZLECAf, selon certaines sources en tout cas. Pensez-vous qu'avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf, l'OMC aura aujourd'hui une position plus favorable pour les pays pauvres, pour les pays africains?
Comment Mme Iweala aura géré cela, selon vous? Non, c'est un peu difficile, hein. Vous savez, elle est DG, mais elle n'est pas une petite dictatrice à la tête d'une organisation qu'elle a créée. Elle a trouvé une institution qui a ses objectifs, ses règles, qui a ses groupes de pression et qui a ses ambitions. Je pense que on ne doit pas s'attendre à ce que Mme Okonjo-Iweala ait des desseins pour l'Afrique. Bon, elle a commencé en disant globalement, la question est de savoir comment l'OMC, que dit l'OMC à propos de la ZLECAf? Bon, déjà, il faut comprendre que l'OMC reste très attentive de tout ce qui est regroupements commerciaux régionaux, tant qu'on respecte les règles qui ont été posées par l'OMC, notamment l'équité dans le traitement des partenaires et l'égalité de tout le monde devant les règles qui s'appliquent au commerce dans une région. Donc, du coup, je ne pense pas que la ZLECAf va à l'opposition de l'OMC. Et même, ça me surprendrait que beaucoup de pays ne soit pas en harmonie avec la ZLECAf qui est en train d'être mise en place par les pays africains, parce qu'un des gros soucis du marché africain aussi, c'est que c'est un marché qui est fragmenté, avec des multitudes de règles qui correspondent à des multitudes d'États, et là, ça devient un problème. Donc, je pense qu'une organisation dans le cadre de la ZLECAf, mais qui respecte les règles de l'OMC, notamment les règles en matière d'équité du traitement des partenaires, les règles qui ont trait à la sauvegarde, les règles qui ont trait à la protection, ne devraient pas poser problème. Et n'oubliez pas que la ZLECAf n'est pas le seul regroupement en termes de marché sur un plan régional. Nous avons des accords transnationaux, transcontinentaux, avec notamment les États-Unis et l'Europe. Nous avons cette grande alliance, même si Trump l'avait perturbé un tout petit peu, qui regroupe tous les marchés d'Amérique du Nord jusqu'au Mexique. Donc, la ZLECAf n'est pas en elle-même un projet sui generis. La ZLECAf a calqué sur les modèles qui existent déjà parce que le besoin se fait sentir aussi bien pour les Africains que pour les partenaires africains qui sont dans d'autres régions du monde et qui sont membres de l'OMC. Alors, quand on dit OMC, on pense aussi à ce cycle de Doha d'une part, on pense aussi à ces interminables négociations sur les secteurs agricoles. Sur cela, que dit l'Afrique et de quoi l'Afrique a-t-elle besoin? Alors c'est ça le gros problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique, comme je le disais, ne parvient pas à parler d'une même voix. Déjà, Mme Okonjo, elle n'est pas allée avec un mandat africain, elle est allée avec le poids des alliances que son pays, le Nigeria, a avec les partenaires qui l'ont soutenue, parce que certainement, pour y arriver, elle a dû être soutenue par des alliances encore plus fortes. Je ne pense pas que l'Afrique a eu son mot à dire, malheureusement, l'Afrique, comme d'habitude, rate des occasions de pouvoir faire entendre sa voix. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas la voix de la sagesse? Est-ce que les Africains peuvent imposer à des débuts de processus? Est-ce que le fait aujourd'hui que Mme Okonjo soit là permettra que les Africains puissent, à travers elle, faire pas peser leur doléance sur le commerce et l'investissement mondial? Il n'y a pas que le commerce, il y a l'investissement, il y a le marché des services. Est-ce que finalement l'Afrique aura l'opportunité, la capacité à saisir cela? C'est des choses que nous suivons attentivement. Mais techniquement, d'emblée, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on dise que oui, elle y est allée, elle a un mandat des Africains. Non, elle n'a pas le mandat des Africains. Elle a le mandat d'abord de son pays. Ensuite, le mandat des groupes et des forces qui l'ont portée à la tête de l'OMC. Elle va d'abord travailler à exécuter ces mandats-là et progressivement, peut-être accessoirement, elle travaillera à aider les Africains à formaliser leurs différents besoins. Elle a montré le lead déjà en prenant des décisions, en donnant des opinions sur les questions du commerce du vaccin. Vous savez, on est en plein Covid et le commerce du vaccin est un gros enjeu avec les Africains qui sont mis de côté dans une pandémie qu'ils n'ont pas créée. Elle a déjà donné un peu son opinion sur le sujet. On pense que si elle continue dans cette lancée, elle va pousser dans les pays africains à se mettre ensemble, décidément autour de cette ZLECAf, pour venir dire voici nos enjeux. Et il ne faut pas oublier, Oumar Baldé, qu'en Afrique, il n'y a pas que la ZLECAf. Il y a un ensemble d'autres accords bilatéraux entre les pays. Vous avez par exemple vu le Maroc, pas le Maroc, mais la Grande-Bretagne signer des accords bilatéraux avec plusieurs pays africains après être sorti du Brexit. Vous voyez l'Union européenne pousser dans les accords de partenariat
partenariat économique. Vous avez des dynamiques même à l'intérieur de l'Afrique. En marge de la ZLECAf, nous avons un grand pays comme le Maroc qui a l'ambition de fédérer les échanges de biens et de services sur le continent. Nous avons l'Afrique du Sud qui pousse par le bas. Donc, ce ne sera pas un simple problème. Il faudra que les Africains parviennent à trouver le bon leitmotiv autour de ça, discute de ça avec Mme Ngozi et éventuellement tire profit de sa position afin de pouvoir faire passer leurs intérêts en avant. Alors, vous parlez du rôle du Maroc. On voit sur ces images le port Tangemet qui constitue aujourd'hui un des axes, en tout cas névralgiques, du commerce mondial. Driss, parlons d'autres sujets, toujours sur le commerce et qui intéressent l'Afrique. Parlons des APE, ces accords de partenariat économique que l'Union européenne tente de signer avec pas mal de zones ou bien de groupements régionaux économiques. Sur ce plan-là, sur la base des règles de l'OMC, pensez-vous que ces genres d'accords-là doivent toujours exister? Alors, je pense que ce que l'OMC n'interdit pas, c'est que les gens puissent organiser des règles spécifiques qui les concernent. L'OMC est favorable à la concurrence saine, elle est favorable tant que c'est des accords qui sont sains, il n'y a pas de problème. Et je crois même que Omar Baldé, justement, les accords de partenariat économique, la nouvelle version qui est signée actuellement, est justement en train de s'intégrer dans une dynamique de l'OMC. Vous savez, dans l'OMC, il y a ce qu'on appelle la règle, la clause de la nation la plus favorisée. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que jusque-là, les accords commerciaux qui reliaient les pays ACP à l'Union européenne, c'est des accords qui permettaient aux pays ACP de tout vendre sur le marché européen, hormis les armes. Mais malheureusement, avec le temps, d'autres pays, notamment les pays émergents d'Amérique latine comme le Brésil, on a aussi vu l'Inde, la Chine, ont acquis l'outil de production et sont devenus des grands producteurs mondiaux. Et finalement, ils étaient en droit de demander aussi d'avoir le bénéfice des faveurs que l'Union européenne accorde aux pays ACP qui, eux, ne produisent pas. Et donc, du coup, ça aurait été un gros problème pour le marché européen parce qu'ils auraient été obligés d'ouvrir leur marché de manière quasiment unilatérale à ces pays-là en vertu de la règle de la nation la plus favorisée. Et ça n'aurait pas arrangé leurs affaires. Déjà que l'Union européenne est très menacée par ces pays producteurs qui grappillent déjà sur leur marché. Donc, les APE viennent réguler ce problème. Et une fois de plus, les Africains n'ont pas compris les grands intérêts. On débat davantage sur des questions douanières et tarifaires, alors que le gros enjeu est comment l'Afrique aide l'Union européenne à préserver son marché des pays émergents qui ne sont plus si émergents que cela, et qu'est-ce que l'Afrique peut en tirer. Malheureusement, une fois de plus, c'est des discussions qui sont dispersées et les Africains n'en tirent pas vraiment profit. Alors, autre chose quand même aussi qui continue de coller à l'image de l'Afrique, on le disait, c'est ce 3% de part de commerce mondial. On ne comprend pas. Vous disiez tout à l'heure que si on inclut d'autres produits, peut-être le chiffre est beaucoup plus important que ça. Vous l'avez tout à l'heure expliqué. Mais ce qu'on aimerait savoir, Driss Lingué, on sait que aussi la part du commerce intra-africain aussi autour de 15-17% environ, selon Afreximbank. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être au niveau des statistiques améliorer, au niveau de la production renforcée, pour que l'Afrique augmente sa part à la contribution dans le commerce mondial? Alors, ce qu'il faut comprendre, Omar, c'est un très grand débat, parce que vous savez que il existe un commerce africain qui est historique. Mais maintenant, le commerce a besoin, pour pouvoir se déployer, d'une infrastructure du commerce. L'infrastructure du commerce, aujourd'hui, on le connaît, c'est des infrastructures financières, des infrastructures technologiques, les infrastructures de transport, de facilitation au commerce. Je suis très heureux de me rendre compte que certains pays sont en train d'avancer en Afrique. Et là, par exemple, on a ce port de Tanger qui est en train d'être construit et qui certainement veut devenir un grand hub, parce que le Maroc a une grande ambition pour devenir un hub des investissements en Afrique et africaine. Mais maintenant, d'autres pays ne vont pas avec la même vitesse, malheureusement. Donc, du coup, et puis, il y a aussi ce problème de, comment dire, de cloisonnement des économies, notamment sur le plan monétaire. Le problème est que même si les Africains veulent échanger entre eux, ils ne sont pas parvenus à s'accorder sur ce qu'on appelle un indice monétaire. Parce que si on avait au moins un indice monétaire africain, et c'est ce que la ZLECAf, c'est ce que Afreximbank, à un moment, avait suggéré dans un des débats que j'avais suivi lorsque j'étais à Kigali,
Rwanda. Et ils pensaient qu'il fallait que les Africains s'accordent sur une unité de réserve qui permettrait de valoriser les biens et les produits qu'ils se vendent entre eux. S'il faut que les Africains, que je puisse, par exemple, payer les fleurs que j'ai achetées au Kenya en dollars américains, on n'a pas résolu le problème. S'il faut que je paye le phosphate que j'ai acheté au Maroc en dollars américains ou alors en euros de la monnaie européenne, on n'a pas résolu le problème. Donc, les Africains doivent déjà réfléchir sur l'infrastructure du commerce. L'infrastructure du commerce est technologique, elle est portuaire en matière de facilitation, mais aussi réfléchir sur les mécanismes de règlement et de compensation. Et ça, on ne peut pas parvenir à un vrai commerce africain si on n'a pas réglé ça. Selon les dernières estimations de la Banque africaine de développement, il faut aujourd'hui jusqu'à 170 milliards de dollars par an sur les 10 prochaines années afin de pouvoir bâtir l'infrastructure dont l'Afrique a besoin. Il faut qu'on puisse trouver le moyen de financer cela. Est-ce que l'Afrique peut lever ses financements? Mais oui, ça ne représente rien du tout. Je vous rappelle que les pays comme les États-Unis ont mobilisé cette année, en 2020, autant pour moi, 4 000 milliards, rien que pour stabiliser les marchés. Donc vous imaginez que les pays africains sont capables eux-mêmes, s'ils ont montré l'intérêt, c'est un marché de 1,2 milliard, c'est un marché à 60% constitué, 70% constitué de jeunes consommateurs potentiels, c'est un marché qui est vaste. Je vous rappelle que pour partir de l'Égypte au Cap, il faut faire 11 heures de voyage, c'est presque le même temps qu'il faut pour partir de Paris à Tokyo. Donc vous comprenez que l'Afrique est un gros potentiel, mais il faut qu'on travaille le potentiel et qu'on le transforme en réelle opportunité de commerce. Travailler les potentiels pour les transformer en réelle opportunité de commerce. Merci beaucoup, Driss Lingier. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'agence Ecofin. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Yaoundé ce matin. C'est moi qui vous dis merci, Oumar, et je dis bonjour à tous mes frères et amis marocains. Nous espérons faire du commerce ensemble encore plus fortement dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre plateforme www.medianews.com et sur nos applications. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Médien TV.